Bonjour à tous, c'est Etra. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet un peu différent d'habitude. On va pas faire une ouverture, on va parler de la valeur des cartes et comment définir la valeur de ces cartes. Aujourd'hui, je vois beaucoup de spéculation de marché, notamment avec la soporifique qui est en train d'exploser, pareil pour le Glevodo. On ne sait jamais trop pourquoi une carte coûte tel prix, pourquoi une carte coûte un autre prix. Et donc, j'ai préparé plusieurs éléments pour vous dire comment évaluer sa carte Pokémon, comment évaluer son prix et comment ne pas se faire avoir quand vous cherchez à les vendre ou quand vous cherchez à collectionner. Ça se présente en plusieurs points. Le premier point, bien évidemment, pour évaluer sa carte, c'est le Pokémon qu'il y a dessus. Ça, c'est pas nouveau. On peut avoir plusieurs types de Pokémon différents. L'exemple est juste au-dessus, là. Vous avez deux Pokémon de la même série, donc Fight Paradox. On a d'un côté un Groudon AR et un Steelix AR. Donc les deux cartes d'une même rareté, et on voit que les prix sont vraiment très différents. On a un Groudon qui est aux alentours de 100 € et un Steelix qui lui va être aux alentours de 30 € sur une même carte. Et ça, c'est bien sûr pareil pour toutes les générations et pour toutes les cartes. Plus le Pokémon est apprécié, plus la carte coûte cher. Mais c'est pas tout, parce qu'on peut aussi retrouver différents types d'illustrateurs. Ça, c'est le deuxième point. Les illustrateurs sont très importants dans l'univers de Pokémon. On a trois gros illustrateurs quand même qui ont un nom maintenant dans le milieu Pokémon depuis la création. Il y a Mitsuhiro Arita, Shinji Kanda et Akira Egawa. Donc les trois font des illustrations que vous avez sans doute déjà vu passer. Si vous êtes collectionneur depuis longtemps, c'est sûr. Et même si vous êtes nouveau collectionneur, il y a forcément des illustrations qui vous parlent, notamment celle de Mitsuhiro, puisque c'est celui qui a dessiné la Dracofeu, celle de base, d'édition 1, la Tortank aussi de 151, et aussi le Mewtwo Incubateur GX. Shinji Kanda, il a un style un peu plus particulier, il a fait la Giratina, du coup d'origine perdue en alternative, la Magikarp de V2, et plus récemment la Rugilune de Évolution Prismatique. Bon, moi, mon gros coup de cœur, il se porte sur Ekagawa. Il a fait le Dracofeu X de Destiny de Paldea, le Trioxide X de EV8, donc ça c'est l'une de mes cartes préférées du bloc EV, et aussi les Gold sur Zenith Suprême, une série qui me tient particulièrement à cœur. L'illustrateur, ça va forcément changer la valeur de la carte, puisqu'il y a des cartes qui sont vraiment recherchées pour ça. Par exemple, Shinji Kanda, Giratina, c'est une carte qui a explosé sur le bloc Origine Perdue, et Magikarp, c'est une carte qui a explosé non pas parce que c'est Magikarp, mais parce que c'est Shinji Kanda. Parce que les cartes de Magikarp, en soi, voilà, il y en a plein. C'est un Pokémon qui est quand même apprécié parce qu'il y a eu le Magikarp brillant, il y a eu d'autres cartes de Magikarp qui sont très sympas. Mais voilà, celle de V2 a explosé puisque c'est le style graphique de Shinji Kanda et c'est quelque chose qui plaît vraiment. La Rugilune de Évolution Prismatique, elle aussi, coûte cher, plus cher que certaines alternatives, parce que c'est Shinji Kanda qui l'a dessiné. Si on prend l'exemple de cette Rugilune, par exemple, et qu'on la compare à un Ogerpon alternative de la même série, les deux cartes ne sont pas du tout au même prix, alors que leur taux de drop est quasiment similaire. Il y a aussi quelque chose d'autre qui va rentrer en jeu, c'est, comme je viens de le dire, sa rareté. Je parle d'alternative, d'AR, mais bien évidemment, avec le bloc EV, j'ai pris un exemple, plus la rareté augmente, plus le prix augmente. Alors là, j'ai pris un exemple un peu différent, on va parler de Pikachu. Pikachu, c'est le Pokémon qui parle au plus de monde. Sur le bloc EV, on l'a en plusieurs raretés. On a en Pikachu X normal, donc une carte classique qui rentre dans le set, un Pikachu Full Art, un Pikachu AR, un Pikachu Gold et un Pikachu alternative. Normalement, la courbe de croissance, elle est continue. C'est-à-dire qu'on va partir de l'X, la Full Art, la AR, la Gold et l'alternative. Pour le cas de Pikachu, c'est un peu différent. EV8, c'est une série qui a été très recherchée. Et donc, la Full Art est plus chère que l'alternative, que la R. Mais bien évidemment, pour la plupart des cartes, la R est toujours plus chère que la Full Art. Vous pouvez le voir sur plein d'éditions. Les Full Art, en général, les prix diminuent. Par exemple, je pense à l'Ectoplasma 2V5 qui était très cher à la sortie et qui aujourd'hui est une vingtaine d'euros. Et les AR, elles sont stables sur les Pokémon qui sont appréciés. Le Groudon, par exemple, le Steelix, le Magikarp, il y en a plein d'autres. Des cartes AR qui sont très appréciées, le Mélo, le Fenard. Les cartes AR, c'est la rareté, on va dire, qui est juste en dessous de la Gold, mais un peu mieux que la Full Art, en tout cas pour les collectionneurs. Et en termes de prix de carte, c'est la carte qui va se retrouver en troisième position. Bien évidemment, après on a les Gold, quoique les Gold vont aussi dépendre du Pokémon, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Quand je vois par exemple la Coraidon de EV1 qui a une dizaine d'euros alors que la Coraidon Full Art est peut-être plus chère, ça va dépendre vraiment du Pokémon, de la rareté, mais aussi beaucoup de son état. Alors on peut avoir deux cartes similaires qui n'auront pas du tout le même prix. Bon, ça,
Pour ceux qui collectionnent depuis longtemps, vous le savez, avec la gradation. Mais ceux qui ne le savent pas, l'état a un rôle crucial. Par exemple, on peut le voir avec cet exemple de Dracofeu de 151, l'alternative. En PSA 9,5, la carte va être aux alentours de 350-400 €. Et en PSA 10, elle va être aux alentours de 800 €. On peut facilement faire un x2 avec une note de 10. Parce que c'est bien plus rare à paquer, donc quand vous avez de la chance d'avoir cette carte, il faut aussi avoir la chance de l'avoir en parfait état, et c'est beaucoup plus dur à se procurer pour un collectionneur. C'est pour ça que le prix va être beaucoup plus haut. Je vous ai mis sur le diapo, là, vite fait, quelques sociétés de gradation qui me venaient en tête, donc il y a PCA, PSA, Collectora, CCC, il y en a sans doute plein d'autres. Je pense que je ferai aussi un sujet sur la gradation des cartes Pokémon, c'est un sujet qui est très important, et je vous ai mis juste en dessous des ventes réussies sur eBay, pour vous montrer que voilà, ce que je dis c'est avéré, c'est pas simplement de la spéculation, c'est des ventes qui sont réussies en date du, je crois, 2 février et 16 janvier, donc récemment. En plus de son état, la carte, il y a son édition à prendre en compte, ça c'est quelque chose qui est vraiment très important. On va avoir les séries qui sont magnifiques, mais qui n'ont pas la cote, et donc où les cartes vont coûter beaucoup moins cher. C'est le cas par exemple avec la série Écarlate et Violet du bloc Écarlate et Violet, le EV1. On a des cartes alternatives qui sont aux alentours de 30, 40, 50 €. Mais sur les autres séries, comme par exemple le bloc EV8 Étincelle déferlante qui est en ce moment en vogue, les alternatives sont toutes très chères, sauf bien évidemment les Pokémon qui ne sont pas appréciés. Je pense notamment à Pondralugon. Mais si on regarde les Latias, Pikachu, Trioxydre de cette série, ils sont à des prix qui dépassent les centaines d'euros. Et c'est vraiment l'édition qui fait ça. Moins l'édition est trouvable, plus le prix de la carte va être important. Et plus l'édition est vieille, ce qui est logique, plus le prix de la carte va être important de par sa rareté. Je pense à l'Appel des légendes, à Gardien de pouvoir, à Alliance infaillible, c'est des blocs qui montent vraiment en puissance en termes de prix en ce moment, et les cartes suivent vraiment le chemin. Mais c'est normal puisqu'il y a moins d'ouverture, donc il y a plus de difficultés à trouver la carte, et pour les trouver en bon état, il y a de plus en plus de temps qui est passé, et c'est de plus en plus rare. Ça c'est un phénomène qui est contrôlable, puisqu'on sait forcément que sur Pokémon, voilà, le marché, c'est un marché qui est très particulier, puisque ça ne perd jamais en valeur. Quel que soit l'item que vous achetez, la carte que vous achetez, ça prendra toujours en valeur. Ça, c'est quelque chose qui est très rare dans un marché. Et c'est pour ça que les cartes, il faut vraiment suivre le cours des cartes, parce que ça change très vite. Je le disais juste avant, au début de vidéo, il y avait le soporifique, le Glévodo qui ont changé, mais il y a une nouvelle manipulation sur le Maril, il y a de nouvelles manipulations sur plein d'autres cartes du bloc EV en ce moment. Par exemple, le soporifique, elle est à 80 € je crois en ce moment, parce qu'il n'y en a plus aucune en vente disponible. Tout a été acheté, tout est mis plus cher, et forcément, si on veut se procurer cette carte pour finir ses sets, il faut le faire le plus vite possible pour éviter justement ces manipulations de marché. Alors bien évidemment je dis ça, mais c'est pas si facile que ça, sinon ça serait trop beau. Et il n'est pas toujours possible de finir ces sets très rapidement puisqu'il y a beaucoup de cartes et ça peut coûter très cher. Pour la variation des prix, il y a aussi la puissance qui rentre en compte. Alors ça c'est un phénomène qui est beaucoup plus atténué sur le TCG Pokémon que sur les autres TCG. Par exemple, je pense à Magic, le prix des cartes va être à 90% basé sur la puissance de la carte, comme par exemple sur d'autres TCG. Sur Pokémon, il va y avoir une fluctuation, bien sûr parce qu'il y a des joueurs, mais très minime. C'est pour ça que je l'ai mise à la fin. Par exemple, on a deux cartes X de la même édition, donc Mascarade Crépusculaire. On a un Luxray X qui est très peu joué en compétition, qui est à 2 €, et un Ogerpon qui est beaucoup plus joué dans le C-Deck, qui va être à 5 €, alors que c'est la même rareté. Ce sont deux Pokémon qui ne sont pas grandement appréciés, alors ils peuvent être appréciés, mais c'est pas les Pokémon phares, on va dire, de la licence. Et c'est pour montrer que la puissance peut avoir un rôle important aussi sur le prix de votre carte. Alors à petite échelle, mais ça a un rôle quand même, et c'est pour ça que je l'ai noté. Et enfin, pour terminer, le critère qui va créer de la rareté et augmenter le prix de votre carte, ce sont les stamps. Alors les stamps, il y en a plusieurs, j'en ai mis quelques-uns que j'ai trouvé. Il y a le stamp de l'illustration contest, donc ça c'est un stamp qui est posé sur la carte pour des occasions précises. Par exemple, là c'était le concours d'illustration de 2024 pour les nouvelles cartes. Il y a les stamps de série, donc que vous pouvez trouver par exemple sur les kits d'avant-première, sur certaines cartes promo, sur certains événements, comme par exemple la ligature de force temporelle, qui elle faisait partie d'un kit d'avant-première. Et il y a les stamps staff. Vous pouvez le voir, je crois que voilà, vous pouvez voir juste ici le petit staff là sur le donfant. Ça montre que c'est des cartes qui ont été créées pour le staff et ça augmente grandement la valeur.
Et bien évidemment, le stamp le plus connu de Pokémon, je pense que c'est le stamp édition 1, qui montre que la carte a été éditée dans les premières impressions. Et donc ça, forcément, ça va prendre de la valeur de fou à votre carte. Mais il faut faire attention parce que j'ai vu qu'il y avait des tampons en ce moment qui se baladaient sur certaines anciennes cartes qui rajoutaient l'édition 1 et donc on pouvait y voir que du feu. Pour les sites références, pour ne pas vous faire avoir, je vous en ai mis quelques-uns. Donc Card Market, c'est la référence en termes de prix de cartes, même s'ils sont un peu tirés vers le bas, c'est pas le site que je préfère. Si vous voulez vraiment avoir le prix des cartes à leur valeur juste, vous pouvez aller sur eBay. Sur le côté de eBay, vous pouvez scroller vers le bas et cliquer sur vente réussie. Vous aurez que les cartes Pokémon qui ont été vendues et terminées pour avoir des références et savoir à quel prix se vend votre carte. Vous pouvez aussi le faire sur Vinted et Le Bon Coin, en sachant que Vinted, Le Bon Coin, eBay et Card Market, il faut vraiment vérifier la fiabilité des vendeurs. Les cartes Pokémon, c'est un produit qui est très convoité aujourd'hui. Il y a de plus en plus de contrefaçons et de fausses cartes. Donc je vous conseille vraiment juste de faire attention à qui vous achetez. En tout cas, vous avez les avis pour vérifier ça et vérifier aussi que le vendeur n'est pas trop récent. Et donc voilà, que si par exemple vous voyez qu'il n'a aucun avis ou qu'il en a qu'un ou deux et qu'il vient d'être mis sur le marché, posez-lui des questions, demandez-lui plus de photos pour pas avoir de mauvaises surprises. Voilà, vidéo un peu différente des ouvertures parce que c'est toujours sympa à faire, mais aussi parce que c'est compliqué d'ouvrir du Pokémon en ce moment parce qu'il n'y a pas beaucoup de stock et c'est dur de trouver des items. La prochaine vidéo sera sans doute sur les nouvelles Pokébox. J'en ai fait une en short très rapidement, mais je sais que je vais en avoir normalement 2 ou 3 qui arrivent pour vous faire une vidéo un peu plus longue avec l'ouverture de ces 3 dernières. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager, ça donne toujours beaucoup de force. Je te dis à très bientôt, c'était Tetra. Ciao!